la chaîne Tonyphone. Donc comme promis, on se retrouve pour une vidéo sur le Honor 8 Pro, le smartphone haut de gamme de chez Honor, donc la filiale de Huawei, qui reprend pas mal de caractéristiques et qui se rapproche énormément du Mate 9, commercialisé depuis quelques temps par Huawei aujourd'hui. Donc voilà, je m'en suis servi pendant quelques jours, je vais vous faire un petit retour sur ce que j'en pense. Et voilà. Donc déjà, pour revenir et recentrer un peu le smartphone, c'est plutôt une catégorie phablette, dans le sens où c'est un smartphone qui a un écran de 5,7 pouces, donc c'est plutôt un super bel écran. Honnêtement, j'ai vraiment été bluffé par cet écran, tant par la profondeur des couleurs que par le contraste. C'est un écran qui a une définition de 2560 par 1440, donc ça fait 515 pixels par pouce. Donc autant dire que pour lire des textes, etc., c'est vraiment super confortable. Je ne sais pas si vous verrez bien l'écran parce que mon parapluie argenté aujourd'hui est un petit peu placé différemment, donc je pense que vous le verrez dans le reflet. Néanmoins, j'essaierai de changer ça la prochaine fois. Donc pour en revenir au smartphone, donc c'est un écran 5,7 pouces, il y a 6 Go de mémoire RAM, il y a 64 Go d'espace de stockage, donc ce qui est plutôt confortable. Vous avez la version Android 7.0, vous avez Emotion UI 5. Le capteur à l'arrière, c'est un double capteur 12 mégapixels, donc comme on peut retrouver aujourd'hui sur le Huawei, le Huawei P10 ou le Mate 9. Par contre, ils ne sont pas bien sûr signés par Leica, donc la technologie est similaire, on a un capteur couleur, un capteur noir et blanc, mais il n'y a juste pas la mention Leica qui, à mon sens, est plus commerciale qu'autre chose, même si je pense Leica a une petite part de réussite dans le rendu des capteurs photo Huawei. Là, c'est du noir et blanc classique, mais honnêtement, le rendu est plutôt sympa. Pour le capteur frontal, vous avez un capteur de 8 mégapixels pour les selfies. Il filme bien sûr en 4K. Vous avez la possibilité de mettre 2 nano SIM à l'intérieur. Pour ce qui est de la batterie, c'est plutôt confortable, c'est 3900 mAh. Honnêtement, l'autonomie est vraiment confortable. J'ai largement tenu 2 jours sans vraiment me soucier de est-ce qu'il fallait le charger ou pas. Il est plutôt lourd, il fait environ 184 grammes, mais a un form factor relativement bien travaillé, ce qui fait qu'en main il est agréable et il n'est pas usant. Je le trouve plus agréable en main que le Mate 9. Je pense que c'est lié essentiellement à cette coque arrondie, un peu biseautée de manière plus importante. Donc voilà, et même je le trouve un poil plus joli. Je ne suis pas particulièrement fan du capteur du Mate 9 où les deux capteurs photo sont l'un sur l'autre. Je trouve ce form factor plutôt sympa. Pour ce qui est de la charge, elle est plutôt rapide. On est sur de l'USB type C avec une autonomie confortable. Donc la charge est vraiment un des points forts de ce smartphone. Alors, pourquoi moi j'ai aimé ce smartphone? Déjà, c'est pour son design. Il est commercialisé en plusieurs couleurs, hein. Vous pouvez le trouver en bleu, vous pouvez le trouver en noir et également en couleur dorée. J'ai privilégié le bleu, pourquoi? Parce que la coque arrière bleue, elle est relativement moins sensible aux traces de doigts que le noir. Le noir, si vous avez pu voir un iPhone 7 noir, version mat, ou un P10 noir, vous vous rendrez vite compte que finalement les coques se marquent assez facilement. On a ce résidu gras en fait sur les coques qui ne s'efface pas forcément super bien. Donc je pense que sur le bleu, le rendu est plus sympa. Et on est un peu moins embêté par ce genre de traces et de problèmes. Pour l'écran et la dalle en verre, il est plutôt bien traité contre les traces de doigts, il n'est pas super sensible. Je ne sais pas si là vous le voyez bien, mais honnêtement, il n'y a quasiment jamais de traces de doigts, ce qui n'est pas le cas du Huawei, j'arrête pas de dire Huawei, c'est un truc de dingue, du Huawei Mate 9 ou du P10, qui eux ont des traitements léophobiques qui sont un peu moins performants, pour le coup, ce qui est assez étrange. Mais sur cette version, honnêtement, vous pouvez manger un Big Mac et utiliser votre téléphone, ce ne sera pas à mon avis super dégueulasse à la fin. Donc le design, j'en ai parlé, il est plutôt cool, il est assez lourd, assez volumineux, mais il est quand même relativement bien optimisé. Vous avez de toute façon la possibilité de réduire la taille de l'écran en faisant un espèce de balayage sur le bas, vous voyez comme je viens de faire. Ce qui est plutôt sympa, du coup quand vous l'avez à une main, vous vous retrouvez avec un petit écran qui est accessible, où vous avez accès à tout. C'est sympa, après c'est toujours un peu con d'avoir un écran immense pour le réduire. Mais dans les transports en commun ou etc., quand il y a pas mal de monde et vous avez qu'une main, et ben c'est toujours sympa de pouvoir réduire son écran. Tac. Et puis voilà, c'est toujours cool. L'option existe, elle a le mérite d'être là, donc autant en profiter quand c'est possible. Ensuite, la partie photographie. Donc, comme la partie photographie, comme je vous l'ai dit, le capteur avant, c'est un capteur 8 mégapixels, il n'y a rien de particulier à dire. Il n'y a pas une retouche abusive du visage en fait, des personnes. On n'est pas dans le cliché asiatique des smartphones qui vous lissent le visage à donf et vous font ressembler à des Barbies.
Les selfies sont plutôt jolis, sont plutôt lumineux. On retrouve malgré tout pas mal de détails et de piqués. Et vous avez toujours cette possibilité un peu de personnaliser et d'enjoliver, on va dire, votre visage, même si c'est un petit peu... c'est un petit peu... Je suis pas super fan de ce genre de choses. Vous avez ce niveau de beauté là qui permet de modifier un petit peu votre apparence, mais je trouve pas ça super joli. Mais du moins, on sait que la population asiatique apparemment est assez fan de ce genre de choses, donc ils laissent toujours l'option dessus. Pour le capteur principal, donc vous avez deux capteurs de 12 mégapixels. Vous avez un capteur qui est un capteur couleur classique, donc RGB, et vous avez un capteur qui est un capteur noir et blanc, qui n'est pas certifié, comme je l'ai dit avant, par Leica, mais qui néanmoins propose de belles images, de beaux contrastes. Les photos sont sont plus contrastées, piquées et détaillées que les photos couleurs. Donc on retrouve un peu ce côté photographique qu'on aime bien sur les Huawei P9, P10 ou Mate 9. Donc voilà, pour un prix inférieur, sans signature Leica, honnêtement, j'ai pas su faire la différence entre une photo faite avec un Mate, un P10 ou un Pro, un 8 Pro. Donc franchement, c'est vraiment un bon rendu. Les couleurs sont justes quand vous utilisez le capteur couleur. Il est très peu sensible au bruit. Après, de toute façon, vous avez la possibilité, si vous y connaissez un peu en photo, je vais changer ça. Vous avez la possibilité, bien sûr, de passer en mode pro, où là, en fait, vous pouvez tout régler de A à Z, hein. Vous avez les ISO, le temps d'ouverture, vous pouvez gérer la balance. Vous pouvez gérer la mise au point si vous avez une mise au point continue sur un sujet mobile ou si vous voulez une mise au point standard, donc une mise au point fixe sur un visage ou un portrait ou quelqu'un. Vous avez bien sûr la mise au point manuelle, vous avez la balance des blancs. Vous pouvez un petit peu augmenter ou diminuer la luminosité d'une scène, donc c'est plutôt sympa. Et du coup, ça vous permet de faire des photos relativement propres dans n'importe quelle condition, sachant que aujourd'hui, ce qui dégrade vraiment la photographie faite avec un smartphone, c'est le fait que le capteur photo soit très petit. Du coup, pour capter de la luminosité en pleine nuit, le capteur est obligé soit de prendre un temps de pause super long, ce qui n'est pas le cas sur les smartphones, ou alors d'augmenter la sensibilité ISO. Et la sensibilité ISO, c'est vraiment ce qui va vous donner cet aspect granuleux et dégueulasse sur une photographie aujourd'hui. Donc quand vous êtes en mode pro, libre à vous de bloquer les ISO à 50 ou 100 pour avoir une photo relativement propre, et ensuite de jouer sur le temps de pause, de passer sur un temps de pause super long, quitte à avoir un trépied ou d'être vraiment stable, et du coup vous pourrez faire une photo propre, lumineuse, mais sans cet aspect granuleux lié au bruit habituel des photos faites avec un smartphone. Donc c'est plutôt cool. Pour l'appareil photo, il filme aussi en 4K. À 60, donc c'est du 4K UHD ou alors vous avez la possibilité de filmer en Full HD à 60 images secondes. C'est plutôt sympa. Pour ce qui est des performances, honnêtement, il n'y a rien à dire. Donc on est sur un processeur, un Kirin 960. C'est le même qu'on retrouve sur le Huawei P10 Plus. C'est un peu plus performant que ce qu'on avait sur le Honor 8 parce que là c'était un Kirin 950. Donc sur les tests AnTuTu et tous ces trucs dont je ne suis pas super fan, celui-ci s'en est quand même sorti avec plus de 140 000 points. Donc autant dire que c'est relativement une bête à mon avis, hein. Il y a vraiment peu de smartphones qui peuvent se permettre d'aller aussi haut dans des prix comparables. Donc vous n'aurez jamais aucun problème de lag sur n'importe quelle application ou n'importe quel multitâche que ce soit. C'est un smartphone qui est réactif à n'importe quel moment, dans n'importe quel jeu, application et ou autre affichage vidéo. Donc c'est plutôt sympa. Pour l'autonomie, comme je l'ai dit avant, j'ai vraiment été bluffé dans le sens où j'ai jamais dû vraiment à penser à charger le téléphone. Je me suis dit au bout d'un jour et demi, il faudrait quand même que je regarde où en est ma batterie. Mais finalement, il tient facilement 2 jours. Il est bien meilleur que le Honor 8. Il est un peu plus endurant que le P10 Plus. Et la batterie est en plus compatible avec la recharge rapide. Du coup, vous allez de 0 à 50% de recharge en environ 45-50 minutes. Donc vous le branchez 40 minutes et vous repartez pour quasiment un jour d'autonomie. C'est plutôt sympa, sachant qu'aujourd'hui la plupart d'entre nous a tendance à brancher son téléphone un peu partout, au bureau ou dans le train, ou etc. Donc l'autonomie ne sera vraiment pas un point noir sur ce smartphone. Pour son prix, c'est 550 euros, 549 euros. Je sais qu'il y a pas mal d'offres en ce moment qui permettent de l'avoir un peu moins cher. Donc on est quand même bien en dessous du Mate 9 qui lui à l'origine était annoncé à 699 euros, donc à 150 euros de plus, pour des performances qui à mon sens sont similaires, même s'il n'y a pas forcément de signature Leica.
si on n'est pas sur le savoir-faire Huawei en termes de finition, quoique pour ce smartphone, il n'y a absolument rien à dire en termes de finition. Le capteur d'empreinte est super réactif, le téléphone est beau, il est bien optimisé. Après, ce n'est pas un écran borderless, donc c'est un écran de 5,7 pouces. Je vais vous montrer par exemple ici le Nubia Z11 qui lui a un écran de 5,5 pouces. Bon, en fait, vous voyez vraiment la différence. Tu veux bien t'allumer. Tac, je ne sais pas si vous voyez bien, on va mettre un petit fond d'écran un peu plus lumineux. Hop, hop. On va mettre ça par exemple. C'est un peu immonde, mais on va mettre ça quand même. Où là, vous voyez qu'il y a quand même quelques petites bordures sur les côtés malgré tout. Voilà, la luminosité elle est à fond. Donc là, on voit quand même qu'il y a quand même un petit millimètre et demi sur le bord du téléphone, ce qu'il n'y a pas sur le téléphone comme un Nubia Z11 ou comme d'autres téléphones. Alors même si aujourd'hui, la plupart des gens disent que les écrans borderless ne servent à rien, et que je partage cet avis, hein, c'est plus un design qu'autre chose. Néanmoins, c'est quand même ce qui aujourd'hui fait la principale évolution des smartphones. Donc un écran borderless est pour moi signe d'une évolution et d'un renouvellement un peu des smartphones qui ont tendance à vraiment stagner depuis maintenant 2-3 ans. Donc malgré tout, on a quand même plaisir à avoir un smartphone borderless de par le fait qu'on se rend compte que c'est vraiment une évolution et qu'on se dit, voilà, un smartphone de 2017, vu qu'on n'arrive plus trop à différencier aujourd'hui les technologies, au moins ça a le mérite de flatter le regard et c'est toujours sympa. Donc là, on n'est pas sur des bordures vraiment gênantes comme on peut trouver sur un Honor 6C ou ce genre de téléphone low cost. Mais un travail d'optimisation un peu plus important aurait pu être fait, quoique l'occupation approche quand même il me semble, 80% de la surface. Donc on est bien meilleur que sur un iPhone 7 Plus ou ce genre de smartphone. Donc voilà. Le petit point que je mettrais en bémol, c'est par contre la luminosité qui là est à fond et comme vous pouvez le constater, c'est assez sombre. Si je prends ce téléphone à côté, bien sûr le fond d'écran est blanc, mais on sent que c'est quand même un petit peu plus vif, un petit peu plus intense. Donc je trouve que la luminosité aurait pu être améliorée. Comme je l'ai dit, le dos est un peu salissant, donc en version bleue, ça a l'air moins contraignant parce qu'on a moins cet aspect gras qui reste sur l'écran, mais en version noire, je vous le déconseille clairement. Si vous êtes un petit peu maniaque comme je le suis, je vous le déconseille. Les photos floues en faible luminosité, donc ça, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un petit problème de mise au point. Le capteur, le système de mise au point a tendance à patiner un peu. Il y a un peu ce qu'on appelle un effet de pompage dans la mise au point. Et ça, c'est un petit peu gênant. Après, si vous êtes adepte et un peu connaisseur en photographie, comme je l'ai dit, vous basculez de toute évidence en mode photo pro et vous réglez tout ce que vous voulez, notamment la mise au point en manuel. Et donc là, c'est très facile ensuite de cibler clairement. La particularité également de ce smartphone, c'est de proposer, j'en reviens rapidement, un effet bokeh commun aujourd'hui à plein de smartphones, hein, comme un Xiaomi Mi 6, un Mate 9, un P10, un iPhone 7 Plus, ou même encore, comme j'ai testé tout récemment, un ZTE Blade V8. Énormément de smartphones qui proposent un double capteur proposent également cet effet bokeh qui finalement génère un flou artistique sur les photographies. Et l'avantage du Huawei et de Honor par rapport aux iPhone 7 et aux Xiaomi Mi 6, c'est de ne pas nécessiter une distance minimale de mise au point. Donc si je prends ce truc comme je prends d'habitude, vous pouvez vraiment générer un flou à n'importe quelle distance. Donc là, si je me mets sur sa tronche et je baisse, en fait, vous simulez un diaphragme d'appareil photo, d'optique photo, comme je l'ai déjà précisé. Vous mettez une simulation d'ouverture à f1.4 et vous pouvez avoir le sujet à quelques millimètres de vous. Ça ne dérangera pas. Et la photo sera super nette dans la zone de mise au point. Et ensuite, le logiciel va générer un flou qui est bien sûr simulé, hein, parce que sur une petite taille de capteur comme ça et une ouverture f2.2, on n'est pas censé réussir à avoir ce genre de flou. Mais c'est vraiment numérique. Ça permet de générer un flou et de faire ressortir le portrait, ce qui est plutôt sympa. Si j'essaye sur cette boîte qui est un petit peu plus loin, ce sera encore plus joli. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Je vais faire ça comme ça. Tac. Je ne sais pas si vous verrez bien. Après, on voit ici qu'il y a quelques soucis parce que en fait, la boîte est super nette. Donc la zone de mise au point est super nette. Le fond est bien flouté. Par contre, là, vous retrouvez des zones de netteté un peu disgracieuses avec un petit problème en fait. Donc on voit bien que l'algorithme a un petit peu du mal à découper les contrastes et à vraiment comprendre où est la distance de mise au point.
Mais si vous faites ça sur un visage et où derrière le fond se retrouve à plusieurs mètres, vous obtenez vraiment un rendu qui est sympa et artistique. Et comme j'ai dit, vous n'avez pas une nécessité de distance qui est de quasiment 2 mètres chez Apple et Xiaomi afin de générer ce système. Vous pouvez le faire tout le temps et je trouve ça super sympa. Pour ce qui est de la surcouche et du smartphone en lui-même, c'est plutôt joli, c'est plutôt paramétrable à souhait. Vous pouvez tout changer, vous pouvez changer le fond d'écran, vous pouvez changer les icônes, vous pouvez changer la police, vous pouvez changer un milliard de choses sur ce smartphone, donc c'est vraiment sympa. Le stockage, il y a vraiment la dose, hein, vous n'avez pas à vous soucier de ça, sauf au premier démarrage. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 48 Go, donc une fois que vous l'allumez, en gros, bah, le firmware prend déjà quasiment 13 Go, donc c'est un petit peu énorme. Néanmoins, il me semble que vous pouvez mettre une carte SD. En fait, je ne me suis pas amusé à me servir de carte SD récemment. Je vais juste regarder dans ma petite fiche. Bah, sinon, on ne va pas s'emmerder, on va regarder directement. Mais il me semble qu'on peut mettre une carte SD. On va prendre ça. Oui, effectivement. Donc, en fait, si vous prenez dans l'emballage, qui est encore plus rapide qu'une notice, tac. Donc effectivement, vous pouvez mettre soit 2 nano-SIM ou alors une nano-SIM et une carte SD. Donc je pense qu'on peut prendre comme sur n'importe quel smartphone aujourd'hui, minimum jusqu'à 2 Tera, donc une carte SD ultra haute capacité. Ce qui vous permettra de stocker tout ce que vous voulez sur ce smartphone. Donc voilà pour la présentation après quelques jours d'utilisation. Donc le petit bémol, c'est sur la luminosité de l'écran. Vous avez quand même possibilité de modifier un peu la température des couleurs, ce qui est cool, ce qui n'existe pas sur tous les téléphones, parce que je trouve que d'origine, les couleurs sont pas forcément très justes, ils tirent un peu sur un espèce de jaune-gris pas super sympa, alors libre à vous d'adapter ça à vos yeux. Vous avez toujours le mode confort des yeux pour la nuit, si jamais vous avez tendance à lire des articles qui passent un peu, qui suppriment la lumière bleue qui fatigue le regard. Donc ça c'est super cool. C'est super cool parce que ça n'existe pas sur tous les smartphones et parce qu'il est vrai que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui leur smartphone le soir, la nuit dans le lit ou dans des salles où il fait assez sombre. Donc ça a tendance à ne pas fatiguer les yeux parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a de grandes études qui mettent en avant le fait que la lumière bleue abîme et fatigue les yeux. Donc la technique existe. Il y avait juste ce petit paramètre qui est sympa sur le Honor 8 qui est commun à plusieurs smartphones de la marque, Huawei Honor confondu, depuis la mise à jour de Emotion UI en version 5. C'est que vous pouvez choisir si vous voulez un affichage classique, donc toutes les icônes sur la face hein, de l'appareil, donc un peu à la mode iOS, ou alors si vous voulez mettre un tiroir, plus à la mode Samsung du coup, où vous pouvez planquer des applications derrière et accéder par ce petit bouton ici à la liste déroulante des applications. Donc ça c'est cool, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'apporter encore plus de liberté à l'utilisateur, donc je trouve ça sympa. Après ce bouton on ne peut pas le décaler, ça c'est un petit verrouillage qui est en place. Donc voilà, alors ce téléphone, moi je lui mettrais clairement une bonne note, je lui mettrais je pense 4 étoiles dans le sens où il est bien fini, l'écran est vraiment magnifique avec cette définition Quad HD, les couleurs sont plutôt justes après réglage, un petit bémol malgré tout sur la luminosité qui est un peu faiblarde je trouve, notamment maintenant en été quand il fait assez jour et assez ensoleillé. Je trouve ça un petit peu dommage. Et pour ses points forts, c'est clairement la photo, l'endurance de la batterie avec en plus l'option Quick Charge qui permet d'atteindre quasiment une journée de recharge en 50 minutes de branchement. Et la réactivité globale du téléphone qui est vraiment bonne. En plus, je le rappelle, en plus de cet écran qui est bien traité niveau oléophobique et du coup qui permet d'avoir les doigts assez gras ou assez sales et sans générer énormément de traces. Donc pour finir, je le conseillerais idéalement en bleu pour le fait que la coque arrière reste propre. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vais bientôt présenter le Nubia Z11 que vous avez pu voir à l'instant. Je ne sais pas si ce smartphone vous intéresse, néanmoins il a pas mal de points forts. Et ensuite, il y aura d'autres tests. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par le BlackBerry K1. Néanmoins, c'est un smartphone qui a le mérite d'être essayé, je pense, parce que BlackBerry a vraiment fait un gros boulot, même si maintenant ils ont été rachetés par une boîte chinoise qui me semble être TCT, donc les propriétaires d'Alcatel. Mais
mais ils ont vraiment fait un gros boulot d'optimisation tout en conservant un clavier physique avec un bel écran, etc. Donc à l'occasion, pourquoi pas essayer un BlackBerry si ça peut vous intéresser. Donc voilà, donc clairement, je vous conseille ce Honor 8 Pro qui en plus a l'avantage par rapport au Mate 9 d'être moins cher et je le trouve un peu plus joli, ça c'est une histoire de goût, mais je le trouve plus fun, plus dans l'axe du Honor 8 qui lui était vraiment un smartphone qui a détonné lors de sa sortie. Voilà, donc on se retrouve prochainement, n'hésitez pas à me poser vos questions, à continuer sur cette voie-là. Ma chaîne est en constante évolution, mon matériel est en constante évolution, il y a encore pas mal de choses à faire, comme je vous le dis, je fais ça par plaisir et non par obligation, donc j'espère que vous comprenez aussi qu'il n'est pas toujours possible d'investir énormément dans du matériel pour faire des vidéos comme on en trouve partout sur les grosses chaînes de YouTube. Néanmoins, j'essaie de me rapprocher d'un travail assez propre. Donc voilà. On se dit à bientôt, merci de votre fidélité, on a passé les 600 abonnés, donc même si c'est pas énorme par rapport à ce qu'on peut voir sur YouTube, ça fait quand même une grosse progression, sachant qu'il y a 5 jours encore, ou 6 jours, je passais les 500 abonnés, donc ça fait une forte évolution. J'espère que vous continuerez à me soutenir et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, bonne journée. It makes me wanna cry. I know I'm never giving you up. You're always gonna feel